Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Ne pas croire aux JO, à leur supposée vertu, reviendrait à se mettre à l'écart du progrès, voire à se placer à côté d'un mouvement irrésistiblement humaniste. À l'inverse, y croire serait la garantie d'une immense chance historique. Ainsi se manifeste une véritable foi dans les JO, dans leur avenir. Une adhésion presque irrationnelle, une croyance en leur positivité absolue. À cette foi sont en permanence associés les termes de culture, d'éducation, de joie, certes dans l'effort, énoncés dans la charte olympique. Et pourtant, il y a des incroyants dont je suis. Celui qui est incroyant est mon invité d'aujourd'hui, Marc Perelman, pour son livre 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Alors Marc Perelman est, comme on dit, de formation architecte, il est diplômé d'architecture et il est professeur des universités émérites en esthétique. Il a publié de nombreux livres qui sont des livres qui concernent le sport. Dans un passé assez lointain, il s'est occupé d'une revue qui s'appelait Quel corps ? Et puis, il a publié dernièrement donc, le livre dont il va être question aujourd'hui, un ouvrage sur le football, une peste émotionnelle, avec Jean-Marie Brome, en folio actuel, c'était en 2006. Dernièrement, un ouvrage sur la Coupe du Monde au Qatar, qui s'appelait La Coupe Immonde. Et là, aujourd'hui, on va ouvrir, pour les auditeurs de Radio J, un regard original sur les Jeux Olympiques. Alors, ma première question, c'est quoi les Jeux Olympiques ? Qui les a créés ? Comment cette idée de réunir des athlètes est née, s'est élaborée ? Déjà poser la question, c'est d'emblée entrer dans le débat. Parce que les Jeux Olympiques, certains les font démarrer avec Pierre de Coubertin, donc à la fin du 19e siècle, et d'autres les font démarrer à l'Antiquité grecque. Il y a des Jeux Olympiques qui effectivement ont eu lieu pendant plusieurs siècles en Grèce, pas simplement d'ailleurs à Olympie, il y avait aussi les Jeux néméens, ismiques, etc. Mais c'est surtout à Olympie qu'on a retenu et qui ensuite a été repris précisément par Pierre de Coubertin. Donc des Jeux Olympiques ont eu lieu pendant toute l'Antiquité grecque et se sont arrêtés à un moment donné, je crois, au IVe siècle avant Jésus-Christ, on décidé d'arrêter les Jeux, et pendant toute une période historique, Rome, le Moyen-Âge, la Renaissance, voilà, jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques sont rénovés, puisque le terme est celui-ci, par le baron Pierre Frédy de Coubertin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet homme ? Alors, c'est un aristocrate qui est un personnage assez curieux, très controversé, que certains présentent comme un grand humaniste, et d'autres, dont je fais partie, qui voient plutôt en lui un positiviste, quelqu'un qui a une certaine méfiance, sinon haine des femmes, qui tient des propos racistes, colonialistes. J'ai même retrouvé des propos antisémites que je cite dans mon livre. Je vous demanderai de lire ce qu'il dit sur le peuple hébreu. Par exemple. Donc voilà, mais c'est un personnage qui, en tous les cas, c'est vrai, a une vraie force de caractère, dans le sens où il est persuadé de l'idée olympique, de l'idéal olympique, plus précisément de l'idée olympique. Il voit dans la rénovation, la renaissance des Jeux olympiques antiques, un élément qui va permettre à la race humaine de mieux se porter, d'avoir un développement harmonieux, comme il dit à plusieurs reprises, entre le corps et l'esprit. Et l'idée de Coubertin, c'est très rapidement de rénover, comme j'ai dit, les Jeux Olympiques, qui seront rénovés dans le cadre d'ailleurs de la Sorbonne,
La première Assemblée générale a lieu à la Sorbonne. Et les premiers Jeux olympiques, c'est fin 90, par là. Je ne me souviens plus exactement la date. En tous les cas, à la Sorbonne. Et ensuite, les premiers Jeux olympiques ont lieu en 1896 à Athènes. Voilà, donc c'est un personnage qui, d'un certain point de vue, est très volontaire, très volontariste, et qui s'est fixé une tâche qui est de rénover, de relancer les Jeux olympiques, et qui s'attelle à cette tâche de manière tout à fait extraordinaire, d'un certain point de vue, puisque il fait tout son possible pour réunir différentes personnalités. À l'époque, c'était plutôt des aristocrates ou des grands bourgeois, essentiellement des hommes, et fonder ce qui aujourd'hui est la structure d'ailleurs pérenne, qu'on appelle le Comité international olympique, le CIO, Comité international olympique, dans lequel il a été évidemment présent assez longtemps, dont il est parti ou s'est fait exclure pour certains en 1927. Et en tous les cas, c'est lui qui le fonde avec au départ une douzaine de membres. Ensuite, ce CIO, comme on sait, va se développer jusqu'à être aujourd'hui, une assemblée d'environ une centaine de personnes. Alors, on va revenir encore un petit peu sur l'idéologie de Pierre de Coubertin. Donc, vous citez, page 157 de votre ouvrage, un petit texte sur le peuple hébreu. Vous nous le lisez? Je peux le lire. Alors donc, ça commence comme ça. Le peuple hébreu ne prend pas rang dans l'histoire universelle, ni du point de vue politique, ni du point de vue économique. Son rôle est à cet égard insignifiant. Les Juifs sont demeurés profondément asiatiques. On ne les connaît guère qu'à travers les capitaux amassés par certains d'entre eux. Âpres et persévérants au gain, habiles et rusés en affaires, ils se sont rendus odieux. Mais derrière leur vice se tient un idéalisme obstiné et farouche. La puissance primordiale du sang juif, que quelques gouttes suffisent parfois à lui assurer la conquête d'un foyer. Voilà, c'est un texte de 1920. Tout à fait. Donc, relativement tardif, postérieur à l'affaire Dreyfus et postérieur à la Première Guerre mondiale qui avait vu l'antisémitisme connaître un étiage. Ouais. Puis aussi d'autres textes qui montrent son mépris des femmes, qui ne sont pas inclus dans l'olympisme. Tout à fait, ouais. Jusqu'à quelle année? Alors, les femmes rentrent dans les années 20 aux Jeux Olympiques, mais elles ne rentrent pas tout de suite dans le CIO. Elles y rentrent relativement tardivement et elles ne partagent pas le village olympique avec les hommes. Je crois qu'elles les partagent à partir des années 80. À peu Donc, près, voilà. relativement tard. Relativement tard. Et puis, vous citez d'autres textes excessivement racistes qui montrent que finalement, Pierre de Coubertin se situe dans un courant politique très conservateur, voire très réactionnaire. Oui, tout à fait. Quand on lit un peu ces écrits, qui sont très nombreux, on considère qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de pages de manuscrits. Tout n'a pas été encore publié. Certains historiens s'y attellent. Mais il a écrit de manière extrêmement importante. Et ce qui permet d'ailleurs de plonger justement dans toute une série de textes, du début de sa vie pratiquement jusqu'à la fin, puisque Pierre de Coubertin décède en 1937, et ce qui ne l'a pas empêché, en 1936, donc il a plus de 70 ans, de faire une forme, disons, d'apologie de Hitler et des Jeux de Berlin 36 qu'il a trouvé absolument magnifiques et parfaitement réussis. On a ici un cas que je trouve très intéressant, c'est-à-dire d'un personnage historique, il joue un rôle, que des historiens ont étudié, dont des historiens ont fait la biographie. Ce que vous nous dites dans votre livre, qui n'est pas consacré à Pierre de Coubertin, je le dis tout de suite, ce sont des choses que d'autres historiens ont écrit aussi, et l'image est absolument inchangée. C'est-à-dire qu'on a beau montrer qu'à bien des égards, cet homme avait une pensée pas seulement condamnable aujourd'hui, mais qui déjà était
contesté dans les années 20, mais ça n'écorne pas son image. Pas plus d'ailleurs que l'idée de la charte olympique n'est critiquée, sauf par quelques-uns comme vous. Alors la charte olympique, c'est quoi ? Alors la charte olympique, c'est la Bible. C'est la Bible de l'olympisme. C'est-à-dire que c'est un document qui est d'ailleurs sans cesse, sinon refait, du moins amélioré, transformé, modifié au fur et à mesure des Olympiades ou des Jeux Olympiques, et qui au départ d'ailleurs n'était pas une charte. Moi j'ai retrouvé, ou plus exactement le CIO a eu la gentillesse de me faire parvenir l'ensemble des documents relatifs justement à ce qu'on appelle aujourd'hui la charte olympique, mais au départ c'était pas ça, c'était un annuaire, un petit document de quelques pages où étaient inscrits là quelques principes en quelque sorte de l'olympisme. Et puis c'est progressivement que la charte olympique est devenue ce document aujourd'hui assez conséquent, une centaine de pages, très précis, maintenant très vraiment précis dans le détail de l'organisation, dans le détail de ce qu'est vraiment l'olympisme, de ce qu'est véritablement un athlète, de ce qu'est le sport, de ce qu'est l'organisation sportive. Donc c'est très très précis. Alors, très précis. On va là vous énumérer un certain nombre de points de la charte. Alors, qu'est-ce que c'est que le sport ? Voilà. C'est quoi le sport que l'on conseille à chacun de pratiquer. Bien sûr, là, la grande difficulté, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on entend par le mot sport, qui est un terme polysémique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que le sport, qu'est-ce que c'est exactement ? Tout le monde fait du sport. Je vais jouer avec des copains au football au bois de Vincennes, je cours derrière le métro, je monte un escalier, etc. Je fais du sport. Moi, je différencie évidemment le sport de l'activité physique, de l'activité corporelle, qui sont pour moi deux choses fondamentalement différentes. Le sport, c'est plutôt une institution. Ça a à voir avec une institution, ça a à voir avec la codification de règles auxquelles, d'une certaine façon, on se soumet. On accepte d'être licencié, on accepte de participer à un club, à une fédération, on accepte de faire de la compétition. En fait, le sport, pour moi, c'est essentiellement sa forme compétitive. Le sport, c'est essentiellement la forme compétitive qui est donnée par le haut. C'est-à-dire que c'est le CIO qui vraiment met en œuvre la forme compétitive sportive, qui ensuite glisse, si je peux dire, progressivement vers le bas. Et on peut retrouver des formes sportives amateurs, militaires, jeunes, etc. Mais le sport tel que je le conçois et tel que le CEO le conçoit, c'est précisément la forme compétitive qui donne, si vous voulez, qui donne vraiment la forme organisationnelle, institutionnelle, codifiée du sport lui-même, avec ses performances, ses records, ses championnats du monde, ses compétitions qui ne cesse de se développer et de se dérouler aujourd'hui 24 heures sur 24, jour et nuit et toute l'année. Jeux olympiques d'été, Jeux olympiques d'hiver, Jeux olympiques de la jeunesse, Jeux panaméricains, Jeux asiatiques, etc., etc. Donc voilà, c'est pour moi ça. C'est ça qui est fondamental à comprendre, c'est que le sport, c'est pas simplement de s'envoyer une balle, c'est pas simplement de faire son petit jogging, mais le sport, c'est vraiment, encore une fois, la forme compétitive qui est donnée par l'établissement d'une codification, d'une institution dans laquelle on accepte tout simplement d'être. Alors, dans cette définition que vous donnez du sport, les Jeux olympiques ont une place tout à fait imminente. Les Jeux olympiques, oui, sont un événement très important, évidemment, dans les formes, disons, de compétition aujourd'hui. Les Jeux olympiques, c'est donc tous les 4 ans, tous les cas les Jeux olympiques d'été, parce qu'il y a aussi des Jeux olympiques d'hiver, donc en alternance, c'est tous les 4 ans, mais c'est séparé par deux années, qui deviennent l'événement mondial tout à fait impressionnant, puisqu'il mobilise non seulement un nombre d'athlètes assez important, plus de 10 000, il mobilise encore plus de journalistes, entre 15 et 20 000, mais surtout, il mobilise, c'est ce sur quoi j'ai voulu inciter dans mon livre, il mobilise surtout des forces vives, si je peux dire, du pays qui l'accueille. Sachant évidemment que ce n'est pas un pays qui accueille les Jeux Olympiques, c'est une ville
qui est là aussi quelque chose d'assez paradoxal. Paris, voilà, va accueillir les Jeux Olympiques là, en juillet prochain. Ça a été Athènes, ça a été Rio de Janeiro, ça va être Brisbane, bon, etc., etc. Donc, c'est une ville. Comment est choisie la ville? C'est une ville qui est accueillie. Et la ville, alors les villes sont choisies étaient encore choisies, parce que c'est en train de changer justement, étaient choisies sur la base de dossiers, tout simplement. Donc, des villes pouvaient se présenter. Par exemple, pour Paris 2024, il y a eu pas mal de villes qui se sont présentées, Milan, Hambourg, Budapest, et d'autres. Et Los Angeles, et ces villes, progressivement, donc ont fabriqué un dossier de candidature, et à un moment ou à un autre, pour différentes raisons, souvent d'ailleurs parce que les populations de ces villes n'en voulaient pas. Par exemple, à Hambourg, il y a eu un vote, à Budapest, il y a eu des pétitions importantes qui ont fait reculer la municipalité et qui a finalement c'est désisté. Moi, je suis parisienne. Je fais partie de ces Parisiens qui vont accueillir au mois de juillet, et puis rebelote avec les Jeux paralympiques fin août, je crois, les Jeux olympiques, et je le fais sans joie. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un vote de la part des Parisiens, un vote pour savoir si on avait envie ou pas d'accueillir les Jeux olympiques. Tout à fait. Les Jeux olympiques... Au départ, celle qui finalement les a engagés, c'est-à-dire Madame Hidalgo, était contre. En 2014, on retrouve des propos de Madame Hidalgo disant que tout ça c'est bien trop cher, il n'est pas question de faire des Jeux Olympiques, il faut être réaliste, etc., etc. Et puis, un beau jour, 2015, sans doute sous la pression de Hollande, elle retourne son propos et elle décide qu'on y va. Et Paris se propose, disons, à la candidature. Et présente donc un dossier, sachant qu'il faut se rappeler qu'en 2012, Paris avait raté les Jeux qui ont été attribués à Londres, et que ça avait été un choc, parmi les politiques, entre autres. Mais c'est vraiment, je pense, sous la pression de Madame Hidalgo, entre autres, que les Jeux ont lieu, donc... en principe, auront lieu à Paris, parce que le titre de mon livre, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Donc, je laisse encore, malheureusement ou paradoxalement, la porte ouverte. Et oui, c'est elle qui a vraiment voulu ça. Ensuite, vraiment appuyée par le président Macron, qui a tout fait pour que ça ne soit pas simplement la ville qui signe le contrat de ville hôte avec le président du CIO, M. Thomas Bach, et avec aussi d'ailleurs le président du Comité national olympique et sportif français. C'est un contrat qui est signé à 3 et que j'ai analysé dans mon livre. Le président Macron a ensuite voulu reprendre la main, et on l'a vu à plusieurs reprises, dire qu'en fait les Jeux Olympiques, c'était pas simplement Paris, mais c'était aussi la Seine-Saint-Denis, et puis c'était aussi la France. C'était aussi la France. Alors on va revenir peut-être dans le passé. Donc, premiers Jeux Olympiques, Athènes. Et puis ensuite, il y a toute une idéologie qui se développe autour des Jeux Olympiques, la fraternité, la paix. Enfin, il n'y a pas simplement un idéal sportif dont vous venez de nous dire que c'était l'idéal de la compétition, donc un idéal, disons, discutable. Mais il y a aussi tout un tas de valeurs que l'on greffe sur sur le sport, et qui font ce qu'on pourrait appeler l'idéal olympique. Alors effectivement, les Jeux Olympiques, c'est pas que des performances sportives, des prouesses, la fête, etc. C'est aussi évidemment tout un ensemble, disons, de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs olympiques. Les 3 valeurs olympiques, d'ailleurs, le CIO les a même définies, les a même caractérisées. C'est le respect, l'amitié, et puis le troisième, je crois que c'est le dépassement, quelque chose comme ça. Amitié, respect et dépassement. Et donc, excellence. Pardon. Amitié, respect et excellence. Voilà. L'excellence signifiant d'ailleurs le dépassement dans l'idée sportive. Donc 3 valeurs cardinales pour les Jeux Olympiques, pour le CIO, qu'ils mettent en œuvre de manière tout à fait conquérante. C'est toujours ces valeurs-là qui sont mises en avant à travers l'ensemble, disons, de la propagande olympique. Ce sont ces valeurs qui sont mises en avant.
avec, lié à ces valeurs, un ensemble, disons, de mots d'ordre ou de slogans, coexistence pacifique, amitié, développement durable, que sais-je encore, perfection, etc., etc. Tout un ensemble de valeurs positives, voire positivistes, qui mettent en œuvre, disons, l'idée que les Jeux Olympiques permettent à chaque fois à l'humanité de faire un grand pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, eh bien, l'humanité en sort en quelque sorte grandie, parce qu'elle a réussi en quelque sorte à faire un pas supplémentaire vers ce que Pierre de Coubertin et le CIO et les Jeux Olympiques considèrent être comme un monde meilleur grâce au sport. Le monde meilleur à venir, c'est celui que le sport est capable de mettre en œuvre, en particulier grâce aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une idéologie très, très positiviste, c'est vrai, où ce sont des valeurs, encore une fois, de paix, d'amitié, de fraternité, que sais-je encore, où on essaie de nous faire croire que la communauté des sportifs, la communauté des athlètes est censée être presque comme une espèce d'avant-garde de la communauté de la communauté humaine, de la communauté mondiale, globale, exactement. Sans différence de race, de nation. Alors, il y a les Jeux Olympiques de 1936 qui sont particulièrement célèbres pour avoir justement montrer que les slogans de l'olympisme n'étaient pas forcément mis en valeur. Si vous pouvez nous parler un peu, pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire-là, de ces fameux Jeux Olympiques de 1936. Alors, les Jeux Olympiques de 1936, ce sont les Jeux Olympiques de Berlin, qui ont lieu donc quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Qu'au départ, d'ailleurs, les nazis, puisque les nazis arrivent au pouvoir en 1933, que les nazis, au départ, ne souhaitaient pas. Alors que les Jeux Olympiques que le CIO avait désigné Berlin comme ville olympique, dès 1931. Voilà, donc c'était Berlin qui a été désigné comme ville olympique, qui avait gagné contre Barcelone. Tout à fait, ouais. Si ma mémoire est bonne. Et c'est quelque chose qui est arrivé, disons, dans le calendrier nazi, qui ne les avait pas particulièrement demandé. Tout à fait. Même, ils se sont posé la question, Hitler en particulier, qui avait un rapport avec le sport un peu éloigné, d'après ce qu'on sait, bien que, quand on lit Mein Kampf, pour lui, une vraie race humaine est une race sportive, mais les Jeux Olympiques, il voyait pas trop ce que c'était. Donc il est d'accord avec Coubertin. Voilà. Et en fait, c'est Goebbels qui lui suggère, au contraire, de mettre en avant les Jeux Olympiques, de les récupérer, et au contraire, d'en faire vraiment une vraie fête, alors sportive, nazie, national-socialiste, voilà le débat. C'est vrai que les Jeux de Berlin 1936 sont du point de vue sportif, du point de vue de l'organisation, tout à fait réussis, dans le sens où finalement tout le monde y va. Alors que aux États-Unis, en particulier, mais pas que, en France aussi, et dans certains pays européens, on perçoit, en tous les cas, certains perçoivent que les Jeux Olympiques de Berlin 1936 risquent d'être tout simplement une forme d'apologie du régime qui est en place et qui va se servir, comme on dit, instrumentaliser les Olympiques à son profit. Donc il y a un mouvement de boycott, aux États-Unis en particulier, très puissant, contre lequel d'ailleurs va lutter un des présidents du CIO, qui deviendra président du CIO plus tard, qui s'appelle Avery Brundage, qui a été le 5e président du CIO de 52 à 72, on en reparlera peut-être un peu après, et qui lui est un pro-nazi et un antisémite pur sucre, si je peux me permettre, et qui au contraire dénonce les appels au boycott et demande à ce que l'équipe américaine rejoigne Berlin comme d'autres. En France, il y a eu aussi un débat très très important à l'Assemblée nationale entre les partis politiques. Et là, tout à fait étonnamment, puisqu'on est au moment du Front populaire, oui. À ce moment-là, Léon Blum décide d'accepter finalement de participer, d'envoyer l'équipe nationale. Et pour compenser ce qu'il perçoit être sans doute comme
peut-être une erreur. Il donne aussi une subvention pour des contre-jeux olympiques qui devaient avoir lieu à Barcelone en juillet 36 et qui finalement n'auront pas lieu, mais en tous les cas, il les subventionne également. Et donc, les Jeux Olympiques ont lieu. Alors, de ces Jeux Olympiques... Juste un mot. À l'Assemblée nationale, il y a donc un vote. Le Parti communiste, qui est assez puissant à l'époque, finit par s'abstenir. Et le seul qui vote contre, c'est Mendès France. Une seule voix contre l'envoi de l'équipe de France à Berlin. Alors, des Jeux Olympiques de Berlin, la mémoire a retenu l'extraordinaire performance de l'athlète américain, de la tête noire américain, Jesse Owens. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire là-dessus? Beaucoup de mythes. Beaucoup de mythes. Beaucoup Alors, de où mythes, sont les beaucoup de mythes? légendes. Alors, quant au fait, c'est-à-dire qu'il remporte 4 médailles d'or, c'est incontestable. Hein. Il est champion olympique du 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 et son longueur, si je me souviens bien, avec 8 mètres 06. Ça, ce sont les faits. On ne peut pas trop les discuter. Ils sont têtus, comme dirait l'autre. Pardon? Et j'ai dit, ils sont têtus, comme dirait l'autre. Exactement. Donc ça, c'est incontestable. Hein. Après, la légende et le mythe, mais beaucoup de mythes rentrent en jeu. On a dit en particulier que Hitler avait refusé de lui serrer la main. Bon, ce qui est faux. En fait, d'après Jesse Owens, sa biographie, écrite d'ailleurs avec sa femme, avec la femme de Jesse Owens, non, pas du tout. Même Hitler lui a fait un petit salut. Simplement, Hitler, c'est le président du CIO qui a demandé à Hitler de ne plus venir saluer systématiquement les athlètes allemands qui étaient vainqueurs. Et donc, Hitler, ne pouvant plus saluer que ses athlètes, a décidé de se retirer et de ne plus saluer personne. Donc, il n'a pas salué Jesse Owens. Mais d'après, justement, la biographie ou l'autobiographie de Jesse Owens, il dit qu'il a été presque mieux reçu par les dignitaires nazis que par son propre comité olympique national. Bon, mais Hitler avait une vision... raciste, évidemment. Hein. Il considérait, si je me souviens bien, Jesse Owens comme, disait-il, un athlète africain utilisé par les États-Unis. Si je me souviens bien du propos. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a eu des athlètes juifs qui ont participé aux Jeux Olympiques? Une seule, dans l'équipe allemande, Hélène Meyer, pour l'escrime. Voilà, ça a permis d'ailleurs aux nazis de dire, voyez, tout le monde a pu y participer, alors qu'on sait pertinemment comment ça se passait, en fait. Hein. C'est ça qui est tout à fait incroyable et qui nous fait réfléchir à comment se fabrique l'histoire ou comment se fabriquent, disons, les événements sur lesquels on a l'impression de comprendre quand ils se déroulent devant nos yeux, mais qu'en fait, peut-être on comprend mal ou qu'on voit mal. C'est que, évidemment, les nazis avaient nettoyé Berlin, entre autres, et l'Allemagne, et avait éliminé tous les juifs de l'équipe allemande. Bon, il y avait déjà des camps en Allemagne en 1936, et pas que. Le monde n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ce qui se passait. De ce point de vue, les Jeux Olympiques de Berlin ont été une incroyable, moi, j'appelle ça une répétition générale de la guerre. Je pense que là, c'est joué pour Hitler. Il s'est joué, disons, sa volonté, disons, définitive d'entrer en guerre, voyant que le peuple allemand était prêt. Dans le stade en particulier, était prêt à tous les sacrifices, et à reconnaître le Führer comme vraiment l'homme providentiel et celui qui pouvait les mener. D'un certain point de vue, je pense que les Jeux de 1936 ont vraiment permis à l'Allemagne nazie de préparer en quelque sorte et de mettre en œuvre véritablement le conflit mondial. Ce qu'elle avait déjà fait un tout petit peu avant, hein, puisqu'il y a les Jeux d'hiver de Garmisch-Partenkirchen, 6 mois avant, où l'Allemagne, enfin l'armée allemande envahit la Rhénanie démilitarisée, et personne ne dit rien. Le CIO non plus. Hein. Donc en fait, les Jeux de 1936 de Berlin, ce sont les derniers Jeux de l'avant-guerre.
puisque ensuite, 40, pas de jeu, 44, pas de jeu, et les Jeux olympiques reviennent en Allemagne en 72, Tout à fait. 1972. Tout à fait. Oui, ce sont Ce sont les derniers les jeux. fameux Jeux de Munich. Voilà, ce sont les derniers jeux, effectivement, qui ont lieu avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant les deux conflits mondiaux, en 1916, ils n'ont pas lieu. Ils auraient dû avoir lieu à Barcelone. Et 40 et 44, effectivement, Tokyo en 40 et Londres en 44. Finalement, ils ont lieu en 48. L'Allemagne n'est pas invitée. Elle reviendra que plus tard, en 52. Et ensuite, l'Allemagne, si je peux dire, à nouveau postule pour des Jeux Olympiques. Vous nous avez dit que c'était une ville. Pardon. Donc c'est pas l'Allemagne, c'est Munich. C'est Munich, voilà. La confusion est toujours là. Est toujours là parce que, évidemment, ce sont des villes. Je vais aborder Munich. Évidemment, ce sont des villes. Mais on sait pertinemment que ce sont souvent des villes riches, européennes ou américaines, bon, un petit peu à l'est, mais pas beaucoup, Australie. Mais par exemple, il n'y a jamais eu de ville olympique dans le continent africain. Oui, mais par il y en a eu exemple. plusieurs dans le continent asiatique. Plusieurs Pékin, Tokyo. Voilà. Tokyo, Pékin, voilà. Des villes, disons, qui peuvent assurer parce qu'il y a un pays derrière. C'est ça que je veux dire. C'est que derrière, évidemment, la ville qui signe le contrat avec le CIO, il y a un pays qui peut soutenir et qui souvent d'ailleurs fait l'effort final, parce que on le sait, les Jeux Olympiques, le coût des Jeux Olympiques est toujours et systématiquement dépassé. En tous les cas, celui qu'on avait prévu est systématiquement dépassé. Bref, donc c'est effectivement Munich en 72 qui accueille les Jeux Olympiques. Là, pour les Allemands, c'est une chose très importante. Symboliquement, c'est très très important, très puissant pour eux d'accueillir les Jeux Olympiques. Encore une fois, voilà, les lieux universels, les lieux où l'ensemble des athlètes vont pouvoir se réunir, et patatras. Il y a une prise d'otage des athlètes israéliens et leurs entraîneurs d'ailleurs. Et cette prise d'otage se termine par un drame absolu, dans le sens où, on le sait aujourd'hui, la police allemande a été complètement prise au dépourvu. À l'époque, le village olympique était facile d'accès, c'était pas ultra sécurisé comme aujourd'hui, facile d'accès, et donc le commando terroriste palestinien Septembre Noir a pu rentrer facilement et rapidement prendre en otage les athlètes israéliens, et suite à leur exigence de quitter le village olympique en emmenant les otages pour pouvoir libérer des Palestiniens prisonniers en Israël. Il y a eu un carnage, sans doute provoqué par la police, en tous les cas mal maîtrisé par la police, qui a fait que les otages israéliens ont été tués. Donc ça a été un moment assez incroyable, parce que l'Allemagne tout entière, de ce point de vue-là, où pas que les Munichois, évidemment, pensaient que là, il pouvait y avoir quelque chose comme une forme, disons, sinon de réconciliation, en tous les cas de réouverture, ou quelque chose qui pouvait apaiser, en quelque sorte, les rapports. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, accentué, c'est ce sur quoi je voudrais insister, accentué évidemment par le propos de Avery Brundage, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a dit que les Jeux, comme il a dit, les Jeux doivent continuer. C'est-à-dire il y avait des morts. Continuer. Et les Jeux ont continué. C'est ça qui est troublant. On va peut-être garder un petit peu de temps pour parler de nos Jeux Olympiques à Paris. Quand on regarde un peu l'histoire, ce qui n'est pas tout à fait le sujet de votre livre, mais vous donnez quand même quelques éléments, on s'aperçoit que la politique internationale fait toujours irruption dans les Jeux internationaux ou nationaux. Bon, à l'échelle de ma vie, j'ai le souvenir très net des athlètes noirs en 68, Mexico, si je ne m'abuse, qui lèvent le poing ganté de noir en soutien au Black Muslims, au mouvement de libération. Black Power. Voilà, ce qui a causé une émotion considérable. Mais il y a des Jeux Olympiques boycottés par tel pays, tel autre pays. Donc il y a quand même toujours
malgré cette charte olympique qui voudrait que tous les hommes soient frères, solidaires, des clivages politiques. Qu'est-ce qu'il en est de ces Jeux olympiques-là, des nôtres, de ceux de 2024 ? Effectivement, c'est très compliqué, parce que dans la charte olympique, on explique bien que ce n'est pas une compétition entre nations. Ce n'est pas une compétition entre nations, les Jeux olympiques. Hein. Ce qui est paradoxal avec la manière dont ils sont organisés. Parfois, les jeux eux-mêmes et les manifestations. C'est surtout le défilé. Voilà, le défilé. Derrière le drapeau. Derrière le drapeau, voilà, le drapeau national. Hein, les drapeaux sont exposés, flottent au vent. Les hymnes, ce sont les hymnes nationaux. Ouais. Hein. Donc là, il y a une espèce de chose très complexe, hein, qui participe, disons, d'une contradiction assez particulière, disons, à la charte olympique, qui, encore une fois, n'est pas une compétition. Les Jeux ne sont pas une compétition entre nations, mais entre athlètes. Bon, ce qui ne les empêche pas, évidemment, d'avoir un maillot aux couleurs de leur pays. Encore une fois, des hymnes qui sont voilà. Mais 2024, on a la guerre. Il y a l'Ukraine, il y a Israël, le Hamas. Ouais. Donc, quels sont les conflits politiques qui sont susceptibles de trouver une traduction dans les Jeux olympiques ? Alors, les Jeux olympiques, c'est vrai, ont souvent été l'enjeu de batailles politiques. Hein. On se souvient évidemment au moment de la guerre froide. Pendant tout un temps, le bloc soviétique ne participait pas aux Jeux olympiques. Ils ont participé à partir des années 50, hein, pas avant. La Chine est rentrée encore même plus tard, hein, en 80, dans le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement olympique. Oui, le mouvement olympique, les Jeux olympiques ont été le lieu de division, de rupture, en particulier pendant toute la période de 56 à 88, hein, ce que j'appelle l'ère des boycotts, hein, où beaucoup de pays boycottaient pour des raisons parfois différentes les Jeux olympiques. Pour des raisons, en 56, c'était le canal de Suez, par exemple. Il y a eu l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Par exemple. Et puis, ça a été évidemment les grands boycotts, ceux de Los Angeles, de Moscou, 1980, hein, où tout le bloc occidental, enfin presque tout le bloc, pas complètement, les Français y sont allés. Le bloc occidental a boycotté Moscou et en 84, le bloc soviétique a boycotté en partie, pas que, d'ailleurs les Roumains y sont allés, a boycotté les Jeux de Los Angeles. Donc là, il y a quelque chose qui montre, disons, la difficulté à réunir l'ensemble des pays. Mais c'est ce sur quoi je veux vraiment insister, pour le CIO, là on va rentrer vraiment dans notre affaire d'histoire et en particulier, c'est que pour le CIO et politique, pour le CIO, comme ne cesse de le répéter Thomas Bach, les Jeux olympiques, ça n'a rien à voir avec la politique, hein, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises, hein, j'avais noté ça, je ne sais plus quelque part, où il dit les Jeux olympiques, voilà ce qu'il dit Thomas Bach en 2022. Nous ne disons pas que nous sommes apolitiques ou non politiques, nous sommes politiquement neutres. La position officielle du CIO, c'est nous sommes politiquement neutres. Et donc le CIO se place toujours en dehors des conflits politiques, voire de la guerre. Le CIO, par rapport à ce qui nous intéresse là, l'Ukraine en particulier, ou le conflit avec Israël, il s'en moque complètement de la guerre. C'est pas son problème. Le problème, c'est précisément que la neutralité, hein, puisse être maintenue des compétiteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas le problème des pays en guerre ou des États en guerre. C'est le problème que, par exemple pour l'Ukraine, si ils ont retiré à la Russie et à la Biélorussie la possibilité de faire venir une équipe, c'est pas parce qu'il y a eu la guerre, c'est pas parce que l'intégrité du territoire ukrainien a été attentée par l'armée russe, c'est parce que les comités régionaux ukrainiens, les 4 comités régionaux ukrainiens qui sont Donetsk, Zaporijjia et puis les autres, ont été mis sous la tutelle du comité national olympique russe. C'est pour ça. Et c'est donc
pour eux ce qu'ils appellent la rupture de la trêve olympique, c'est-à-dire le fait que, non pas qu'il y ait la guerre, ils s'en foutent ça, mais que des comités nationaux olympiques sont occupés par un pays, en l'occurrence ici la Russie, Donc, faut bien comprendre leur position. Faut bien comprendre la position du CIO, qui est une position qui n'a rien à voir avec le problème des nations ou des États, puisque pour eux, le sport, c'est comme une espèce de métapolitique. C'est une espèce de métapolitique, et les Jeux sont presque comme une méta-histoire. C'est-à-dire que ça se passe au-delà de ce qui se passe en bas. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. L'essentiel pour eux, c'est ce que Pierre de Coubertin développait, ce qu'il appelle l'olympisation du monde. Que le monde soit en quelque sorte arrangé, composé par les vertus fondamentales, disons, de l'olympisme lui-même, qui permettra précisément aux nations, aux États, peut-être de disparaître sous la forme olympique grandiose, en quelque sorte, qui sera donnée au monde nouveau et au monde meilleur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que Thomas Bach, ce qui se passe au Proche-Orient, ça, dit, oui, bien sûr, on sait qu'il se passe des choses affreuses. On sait pertinemment, évidemment, qu'il y a la guerre. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre problème. Alors pourtant, donc, ça se passe en haut, dans l'Olympe des Jeux Olympiques. Mais la réalité, elle se passe quand même en bas. Tout à fait. Donc, vous êtes architecte quand même si vous ne pratiquez pas ce métier. Vous avez écrit sur la ville. Moi, je suis parisienne, donc juste de la ville en permanence, je la sillonne énormément. À pied, c'est compliqué. En transport en commun, c'est devenu compliqué. Et quand je prends un taxi, une fois sur deux, c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que les Jeux Olympiques font à notre ville, à Paris? Alors, ils font de plus en plus mal. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est pas simplement 15 jours de compétition olympique, 15 jours de compétition paralympique. C'est une vaste organisation qui dure 7 années, puisque la décision de la ville hôte qui a été prise à Lima le 13 septembre 2017, eh bien, ça fait donc 7 ans de préparation olympique que le CIO, évidemment, suit de très très près. Et donc, c'est pas simplement, évidemment, l'organisation des compétitions, mais c'est l'organisation globale d'une ville, voire beaucoup plus, d'une région, en l'occurrence l'Île-de-France, avec quelques points ici ou là dans des villes comme Marseille, etc., mais très mineurs. C'est principalement Paris et la couronne proche, qui vont être effectivement chamboulés complètement et qui sont chamboulés par les Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, c'est effectivement un chamboulement urbain, dans le sens où j'ai pu repérer quelque chose comme 7000 points de travaux à Paris et dans la première... Liés aux Jeux Olympiques. Liés aux Jeux Olympiques. Liés aux Jeux Olympiques parce que le gouvernement français... Quel type de travaux? Quelle est cette gamme? Tout type de travaux. Surtout des travaux qui sont des travaux liés à la voirie, la circulation essentiellement. Alors quand je dis circulation, c'est au sens de la voirie, rues, avenues, boulevards, périphériques, etc. Et évidemment, surtout à la construction de gares. Les Jeux Olympiques, et c'est ça qui a été le coup de génie, entre guillemets, des édiles français, de Madame Hidalgo, du gouvernement français, c'est d'associer, c'est de lier les Jeux Olympiques à la transformation urbaine qu'ils souhaitaient déjà depuis quelques temps. En particulier à travers le Grand Paris Express, construction de 68 gares, et le Grand Paris Aménagement. Et là, pour eux, ça a été en quelque sorte l'occasion, tout d'un coup, de mettre en œuvre quelque chose qui aurait de toute façon eu lieu, mais sur un temps beaucoup plus rapide, beaucoup plus concentré. Alors dans ce sens-là, c'est positif. C'est-à-dire qu'on est ennuyé par les travaux, mais les Jeux Olympiques sont un accélérateur de l'histoire qui va permettre aux gens de France, Paris, de vivre mieux. Alors, je ne sais pas si on accélère l'histoire par les Jeux Olympiques. Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vision de la ville très particulière.
Hein. C'est une vision de la ville très particulière qui rend compte, c'est vrai, de la vision de la ville du CIO aussi, qui voit la ville, on le voit dans les documents qui ont été proposés, hein, ils voient Paris, ils le disent ainsi comme un parc olympique. Hein. Et la ville, pendant les Jeux Olympiques, est transformée comme un parc olympique où les édifices, nos édifices publics, hein, nos bâtiments publics sont... beaucoup sur la volonté qui a été celle de nos dirigeants de remettre, de pouvoir réinaugurer Notre-Dame au moment des Jeux Olympiques, ce qui ne se passera pas, je pense. Ce qui finalement ne se passera pas. Mais les édifices, les principaux édifices parisiens en particulier, sont pris en otage, j'ose le dire, par le CIO. C'est-à-dire que tout d'un coup, la ville va être transformée en véritable parc olympique, avec le drapeau olympique partout, et nos édifices publics vont être privatisés. Hein, puisque le CIO, faut-il le rappeler, c'est pas un organisme d'État, c'est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Bon, on peut sourire, mais c'est ainsi. Et donc la ville est transformée en un parc olympique avec tous nos édifices transformés, encore une fois, enveloppés par le drapeau. Mais pour en revenir sur les travaux, c'est une vision de la ville très particulière, hein, que d'une certaine façon, c'est vrai, les Jeux Olympiques accélèrent. Hein, c'est une vision de la ville, en particulier de Paris, où tout d'un coup, on accepte, ou en tous les cas, on développe un type de ville qui, moi, me paraît tout à fait inquiétant. Quel type de ville ? Une ville, en fait, qui ne cesse de s'étendre, qui ne cesse de se bétonner, hein, qui perd de plus en plus d'espace vert, et où le maître mot, c'est ce maître mot caché, hein, comme disait le philosophe Karel Kosick, c'est la circulation. Hein, c'est la circulation. C'est-à-dire, il faut circuler, il faut pouvoir circuler. Alors évidemment, quand on dit ça, on paraît un peu ridicule. Bien sûr qu'on aime bien aller d'un point à un autre le mieux possible. Mais ce que met en œuvre les Jeux Olympiques, c'est à travers le Grand Paris, c'est cette idée que, avec des points comme ça de gares, de 68 gares installées, qui vont être des points de spéculation, hein, qui vont être des points des points où on va construire immobilière. Voilà, immobilière, on va construire évidemment énormément. Et donc, de plus en plus, cette espèce de bétonisation de la ville va prendre une allure de plus en plus inquiétante et effrayante. Alors peut-être qu'on circulera mieux. Il faudra en tous les cas aller habiter de plus en plus loin pour venir peut-être travailler encore plus loin. En tous les cas, je ne pense pas que ça soit, une forme de ville qui permette un épanouissement ou qui permette, disons, d'aller vers un mieux. Du point de vue de la civilisation, du point de vue des rapports entre les individus. Je ne pense pas que ce type de ville gigantesque permette quelque chose de meilleur, d'une certaine façon. Alors, votre pronostic, 2022, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. 2024, pardon. Ouais. 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. On est à 3-4 mois des Jeux Olympiques. Votre pronostic ? Je le maintiens. Paradoxalement, j'aurais préféré ne pas utiliser ce titre, puisque c'est un titre au passé composé et que je me mets dans la position de regarder en arrière et de voir quelque chose qui n'a pas eu lieu. Ce qui, encore une fois, est paradoxal, parce que précisément, quand les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, ce fut au moment de deux guerres mondiales. Ouais. Et là, de dire ça, c'est un peu inquiétant. Mais en même temps, la guerre approche. En même temps, la guerre approche, pas loin de chez nous. Il n'est pas dit encore que ces Jeux Olympiques aient lieu tel qu'on l'imagine. Je n'en sais rien. En tous les cas, ce qui est tout à fait curieux, c'est que ces Jeux Olympiques vont s'ouvrir sur une cérémonie olympique que beaucoup de gens, des gens moins critiques que moi par rapport au sport, mais qui ont quand même l'idée de ce que c'est que la sécurité, disent que c'est quelque chose de déraisonnable, voire même de criminel. La cérémonie d'ouverture, la cérémonie sur la scène. Voilà, qui va se passer sur 6 km, avec 10 000 athlètes sur 150 barges, bateaux, qui va obliger l'État français à mobiliser l'armée.
puisque je l'ai appris il n'y a pas longtemps, eh bien, on va mobiliser, on va même construire un camp militaire. Vous voyez, il paraît que les Jeux Olympiques, c'est la fête. En tous les cas, il y a un camp militaire qui va être construit à la pelouse de Reuilly, où va sortir une ville militaire et où vont s'installer 10 000 militaires de terre, mais aussi les pilotes. Il y a 1000 pilotes, par exemple, d'avions qui sont mobilisés pour surveiller le ciel, les drones, etc. Donc une mobilisation des forces de l'ordre impressionnante que d'ailleurs le gouvernement craint de ne pas avoir complètement, puisqu'ils sont en train de dire à la police, à la gendarmerie, à l'armée qu'il va y avoir des primes pour demander précisément aux gens de rester sur place. Ils sont très inquiets, effectivement, que l'encadrement soit insuffisant. Et moi, je trouve que cette cérémonie d'ouverture, c'est un peu comme un symptôme, d'une certaine façon, de ce que sont les Jeux Olympiques. C'est une espèce de pari totalement fou, de parier sur quelque chose qui est un danger absolu. Merci Marc Perelman. Donc, si vous quittez Paris pendant les Jeux Olympiques, vous pouvez emporter avec vous l'ouvrage de Marc Perelman, 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, publié aux éditions du Détour. Merci. Merci.